Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue chez Contexte, très heureuse de vous accueillir pour un nouveau Contexte live consacré au Festival de Cannes, un festival un peu particulier cette année, marqué par pas mal de tensions. On va en parler ensemble. On avait prévu de vous parler assez massivement d'intelligence artificielle, de diète budgétaire, évidemment, on va le faire, mais on va élargir un petit peu cette discussion ce matin. On va aussi parler de chronologie des médias, on va s'interroger sur ce qui attend le secteur à Bruxelles, ce qui l'interpelle, ce qui l'interroge, ce qui l'inquiète potentiellement. On va parler un petit peu de présidentielle également. Elle a mis un pied timide sur le tapis rouge cette année. Notre regard, vous le savez, notre obsession, comme toujours, vous proposer l'information la plus utile possible. Alors, on est ensemble pour 45 minutes pour tenter de répondre d'abord à plusieurs questions. Comment le secteur, justement, se positionne-t-il face aux prochaines échéances législatives attendues à Paris comme à Bruxelles? Quels défis réglementaires attendent le secteur face à la montée des plateformes, évidemment? Que faut-il attendre aussi de l'évaluation à venir de la directive service des médias audiovisuels, la fameuse directive SMA pour ceux qui la connaissent, et je suis sûre que vous en êtes en ligne. Ces questions, mais bien sûr, évidemment, les vôtres, si vous nous écoutez en direct, alors allez-y, je vous en prie, adressez-les-nous dans le chat et on fera en sorte d'y répondre au fil de l'eau. On a la chance ce matin d'avoir un très beau plateau pour se projeter un petit peu, deux journalistes de Contexte Média, de retour justement du festival de Cannes, de la Croisette, où ils ont passé une partie de la semaine dernière. Guénaël Pépin, bonjour. Bonjour. Alors Guénaël, tu es journaliste pour Contexte Média à Bruxelles. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Guénaël ? De la tension que j'ai ressentie là-bas, qui était beaucoup plus forte que les deux premières éditions où je suis venu, avec beaucoup d'enjeux réglementaires, donc tu le disais sur SMA, et budgétaire, donc à Paris et à Bruxelles, mais à Bruxelles avec Agora EU. Merci beaucoup Guénaël. Marie Delumeau, bonjour. Bonjour Lucille et bonjour à toutes et tous. Merci Marie. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, journaliste média, Marie, à Paris, évidemment? Alors, on va parler notamment de chronologie des médias. C'est vrai que c'est un peu le gros sujet qui a émergé là pour nous à Cannes. On va quand même aussi un peu parler de Canal+, parce que c'est vrai que ça fait parler ces derniers jours quand même avec la polémique. Et aussi, comme tu disais, un petit peu de présidentielle, parce que c'est vrai que mine de rien, c'est le dernier festival avant les élections. Donc forcément, ça a été quand même un petit peu, on va dire, en toile de fond. Merci beaucoup à tous les deux. On rentre dans le vif du sujet tout de suite avec notre première partie vers un tournant majeur pour la chronologie des médias. C'est l'info un peu croustillante que vous avez glanée à Cannes ces derniers jours et qu'on avait envie de partager avec vous. On a fait le choix d'en parler dès ce matin en ouverture. Une info contexte. Vous avez tous les deux appris à Cannes que le CNC envisagerait donc de notifier à la Commission européenne la prochaine chronologie des médias. Alors évidemment, ce n'est pas du tout neutre. On va quand même commencer par reprendre les choses à la base avec toi, Guénaël. De quoi parle-t-on quand on fait référence à la chronologie des médias ? Un système très français, unique au monde, où pour garantir l'exploitation des films en salle, on a créé tout un système de fenêtres par la suite pour gérer la sortie des films ensuite sur les chaînes télé privées, donc Canal, payantes, en VOD, donc les Netflix, Disney, Amazon, ensuite télé gratuite, voilà. Et donc, c'est renouvelé tous les 3 ans. C'est un énorme sujet de débat tous les 3 ans. Alors, peut-être rappeler aujourd'hui la chrono actuelle. Si on prend le cas d'un film standard, elle prévoit quoi l'un ou l'autre? Comment ça va se passer dans les faits en termes de créneaux, justement? Est-ce qu'on peut en dire un mot? Peut-être Guénaël ou Marie, comme vous voulez. J'essaie, tu me corriges. Donc sortie du film en salle d'abord, ensuite sortie tout ce qui va être DVD, VOD payante à l'unité. À 6 mois, on a potentiellement Canal, si le financer le film. En tout cas, actuellement. C'est ça, voilà, actuellement. Actuellement, c'est le cas, donc voilà. Canal+. Et ensuite, pour les services de SVOD, donc VOD par abonnement américain, si c'est Disney, il peut diffuser le film à partir de 9 mois, Amazon potentiellement 12 mois avec un prochain accord, tu en parleras je pense, et Netflix 17 mois, et ensuite on arrive aux chaînes télé gratuites, et France Télé sont à
C'est au fond de la chrono. Au fond de la chrono. Je vois Marie qui acquiesce et qui valide ce que nous dit Guénaël. Merci beaucoup Guénaël. Justement, Marie, où est-ce qu'on se situe aujourd'hui dans ce débat? Le moment calendaire est un peu particulier, il est un peu crucial. Oui, comme tu disais, la chrono actuelle, elle a été mise en place en février 2025. Donc là, comme à chaque fois, ça dure pour 3 ans. Elle expire début 2028. Donc ça qui est à l'enjeu de la reprise des négociations. C'est vrai qu'on nous en parlait déjà avant, en fait, que finalement, forcément, ils vont pas se mettre autour de la table à la dernière minute. Donc ça qui avait cet enjeu-là. Mais en fait, finalement, on a appris que ce sera à l'automne et justement à cause de ce projet du CNC de notifier la chronologie officiellement à la Commission européenne. Oui, alors justement, c'est ça l'info de ce Cannes 2026, Marie, c'est donc que le CNC travaillerait à une notification de la chrono à la Commission. Pourquoi déjà? C'est un peu la question qu'on a envie de poser ce matin. Qu'est-ce qui a cheminé et qui a fait qu'aujourd'hui on en arrive là? C'est ça que c'est intimement lié aux recours qui ont été faits par Netflix et Amazon devant le Conseil d'État où justement ils remettent en cause la chronologie des médias. Et donc c'est vrai que pour un peu se valider justement le système, ils ont décidé de prévoir cette notification qui est du coup... je crois que le calendrier, c'est printemps. Donc, du coup, c'est pour ils veulent la notifier au printemps. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils disaient à tout le monde de se mettre autour de la table à l'automne, le temps justement que tout le monde négocie après pour pouvoir envoyer la version au printemps. Ça c'est quelques mois pour digérer. C'est ça, ou éventuellement avoir des allers-retours avec la Commission aussi. Évidemment, c'est important. Alors justement, on a envie d'aller un petit peu plus loin avec vous. Netflix et Amazon, ils ont quand même soulevé pas mal de questions au niveau européen. Guénaël, est-ce qu'on peut essayer de résumer lesquelles? Quelles sont les questions qui sont posées par ces recours? C'était une information que notre collègue Isabelle avait sortie l'année dernière, d'ailleurs. Et justement, c'est... Isabelle Contreras, journaliste pour Contexte Média, on le précise. Et qui a eu du mal à obtenir, et je pense que personne d'autre n'a obtenu parce qu'il y a une omerta sur ces recours, parce que ça met vraiment en cause vraiment profondément vraiment les fondements de la chronologie des médias. Et donc tout le système, comme dirait Marie, la pierre angulaire du financement du cinéma en France. En gros, Netflix et Amazon arguent que la chronologie des médias enfreint les directives SMA et la directive e-commerce, donc sur la libre circulation des services dans l'UE, en allant, pour dire simplement, en allant beaucoup trop loin, en imposant un système. C'est-à-dire que la chrono, elle est trop contraignante aujourd'hui, donc elle contreviendrait potentiellement au droit européen parce qu'elle contraint trop. C'est ça l'idée qu'il y a derrière? Exactement, oui. Ok, donc il y a une forme de distorsion de concurrence, c'est quelque chose qu'ils avancent qui va jusque-là? C'est quoi les arguments qu'ils emploient dans le recours? Oui, que ça peut désavantager les services de médias audiovisuels étrangers, qu'elle n'est pas forcément équitable pour tous les acteurs, y compris eux. Voilà. Donc pas d'équité, un questionnement sur la pertinence de cette chrono et finalement une pression qui est mise sur ce nouveau moment de négociation qui va s'ouvrir. Alors Netflix et Amazon, évidemment, c'est deux géants en soi. C'est intéressant de constater que Disney, par exemple, Disney+, n'a pas fait le choix de la même stratégie. Il n'y a pas eu de recours en l'occurrence. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi? Parce que Disney est là depuis plus longtemps, c'est un acteur qui est plus ancien, plus intégré dans l'absolu, dans le système du cinéma et dans le fonctionnement du cinéma français. Et ils ont un accord qui les avantage plus, parce que, comme je disais, ils peuvent diffuser les films potentiellement 9 mois après la sortie en salle, en investissant moins d'euros que Netflix et Amazon. Donc ils sont mieux placés, si je te résume, dans la chronologie des médias en investissant moins d'argent. Moins d'argent, mais vu qu'ils ont un chiffre d'affaires moindre, selon le calcul de la chrono, c'est une plus grande part de leur chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'ils sont avant. Donc c'est lié au pourcentage. En fait. C'est lié au pourcentage du chiffre d'affaires, évidemment, c'est important de l'avoir en tête. Alors, il y a un acteur français qui est évidemment central dans ce débat. C'est le premier financeur du cinéma français, financeur historique. Évidemment, on parle de qui? On parle de Canal+, qui a fait beaucoup parler à Cannes
lors de ce festival. Ça va peut-être d'ailleurs continuer, parce que je ne l'ai pas précisé, mais le festival, évidemment, se poursuit cette semaine. Marie, dans ce débat, comment se positionne Canal+, et comment peut-être il est perçu aussi par les acteurs cannois que vous avez pu rencontrer. Qu'est-ce qu'on peut en dire ce matin ? C'est vrai, comme tu disais, ce qui est assez important pour Canal+, c'est qu'il est le premier financeur du cinéma français. Donc, ils ont, comme on disait, la fenêtre à 6 mois. Donc, voilà, il y a cette position qui est importante. Mais c'est vrai que ce qui est à noter, c'est que lors de leur dernier accord avec les organisations professionnelles, ils avaient décidé de baisser quand même leurs investissements. Donc, c'est vrai que ça avait fait peur quand même dans le secteur, et ça a eu quand même des conséquences. Et ce qui a beaucoup marqué aussi le secteur, c'est quelque chose, alors que c'était en novembre, mais ça revient encore, c'était aux rencontres de l'ARP, au Touquet. Il y avait Maxime Saada qui avait dit... le PDG de Canal+. Le président du directoire, qui avait dit que du coup, le cinéma français, ça reste important, mais c'est plus vital pour Canal+. Et que là, en fait, ils investissent parce qu'ils ont envie. Et donc, le envie, c'est resté quand même beaucoup en tête, je trouve, ça ressort souvent. Et ce qu'il avait dit aussi, c'est qu'ils étaient prêts à revenir à des niveaux historiques d'investissement si les conditions le permettaient. Donc, forcément, Donc, toute la question, c'est qu'est-ce qu'on entend par conditions qui le permettent, quel mot on met derrière ? Quelles sont les conditions ? Et c'est vrai qu'il y a quand même une peur, je trouve, qui reste d'un désengagement, surtout que si Canal baisse, il n'y a pas forcément une compensation non plus des autres acteurs. Donc, c'est pour ça, c'est un petit peu touchy, on va dire. Et c'est vrai que je trouve que la place centrale aussi que Canal occupe, ça se voit aussi, donc forcément avec la polémique dont on parlait au début, avec du coup d'abord la tribune qui dénonçait du coup l'emprise de Vincent Bolloré sur le secteur du cinéma français, et après l'annonce de Maxime Saada que les signataires de cette tribune seraient boycottés, seraient blacklistés. Donc c'est vrai que c'est pour ça crée beaucoup d'émoi, et comme tu disais, c'est encore en cours, et même ça va au-delà du festival de Cannes, parce que là il y a aussi eu différentes interventions politiques sur ce sujet-là. Donc on voit quand même que c'est un gros sujet qui enfle, et qui a définitivement, je trouve, marqué Cannes. Qui a contribué à cette tension dans les rendez-vous. Parce que il faut savoir que quand Contexte va à Cannes, je ne sais pas combien vous avez de rendez-vous calés sur les quelques jours que vous passez là-bas, mais c'est beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, principalement avec les professionnels du secteur, sur cette première semaine qui est évidemment marquante. En gros, on vient pour le week-end institutionnel, mais en fait qui se déroule plutôt sur 4 jours, avec tout le business du secteur, les présidents de fédération et les politiques. Et donc une tension qui était vraiment palpable cette année, quoi. Ouais. Et c'était vraiment dans toutes les discussions des premiers jours. C'est-à-dire dans tous nos rendez-vous, dans les conférences, c'est arrivé même sur la plage du CNC, où toutes les conférences sont d'habitude, même dans les montants les plus de confrontation, on va dire, de débat, toujours très policés. Là, ça a été moins quand le CG Canal est arrivé. Sur le fait de savoir est-ce qu'on doit dénoncer cette emprise aujourd'hui, une emprise de Canal sur le cinéma français, ou est-ce qu'au fond c'est anticiper un problème qui n'existe pas. Donc ça a été un grand débat entre producteurs qui n'étaient vraiment pas d'accord, et c'est que je trouve que même là encore maintenant, parce que justement maintenant qu'il y a eu la réponse de Maxime Saada, et on va dire l'inquiétude qui monte, ce que j'avais noté, c'est qu'il y a un certain nombre d'organisations professionnelles comme la SRF qui ont proposé justement une médiation pour apaiser les tensions, pour que tout le monde se parle. Parce donc une médiation entre les producteurs, les signataires et les équipes cinéma de Canal+, parce qu'encore une fois, il y a vraiment un enjeu aussi de calmer la situation, parce qu'encore une fois, Canal est un très très grand financeur. Continue de faire dialoguer tout le secteur. On le comprend. Merci beaucoup à tous les deux. Et alors, voilà pour le cadre en ce qui concerne la chronologie des médias. Alors, il faut aussi savoir que tout cela, Guénaël, se passe quand même dans un contexte qu'on ne peut pas nier, où YouTube est accusé régulièrement par certains de siphonner les revenus des grandes chaînes. On n'est pas là pour dire qui a tort, qui a raison, mais cette réalité existe, ce climat de tension aussi existe. Ouais, c'est ce que, en tout cas, c'est le discours des chaînes télé privées, je vais le dire comme ça, depuis de bonnes années, à Paris et à Bruxelles. À Paris, le discours monte encore ces derniers mois. À Cannes, effectivement, c'était pleinement intégré à la discussion. C'est-à-dire que personne ne le découvrait, tout le monde était vraiment à la page là-dessus. Parce qu'effectivement, YouTube, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, selon la Commission européenne, par exemple, c'est la moitié du temps d'écran sur télé.
donc face à Netflix, face à Canal. Donc la moitié du temps d'écran qu'un individu passe devant une chaîne de télévision, il le passe sur YouTube sur la télé tout court. Il le passe sur la télé, d'accord. Et oui, c'est ça qui est... et donc avec les revenus publicitaires et le temps d'attention qui vont avec et qui ne vont plus vers les diffuseurs télé, donc chaînes télé traditionnelles. Donc une grosse concurrence sur la pub et les chaînes télé voient une baisse des revenus publicitaires qu'ils attribuent en particulier à YouTube. Donc un sujet qu'il va falloir prendre à bras-le-corps évidemment assez vite, on l'imagine. Merci à tous les deux. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur la chronologie des médias, donc, et cette info que Contexte Média va continuer à suivre évidemment sur la notification envisagée par le CNC de la future chrono à la Commission européenne. Pour aller plus loin, je vous conseille à minima deux articles de contexte. Le CNC envisage très fort de notifier la prochaine chronologie des médias à la Commission. On va vous partager les liens dans le chat sous la plume donc, de Marie Delumeau et Guénaël Pépin, ici présents. Et chronologie des médias, le coup habile de Netflix et Prime Video, papier qui date un peu plus. Mais l'idée, c'est de comprendre vraiment voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière ces recours dont on parle ce matin. Qu'est-ce qu'ils contiennent, qu'est-ce qu'on peut en dire. Voilà. Et j'ai malheureusement pas noté l'auteur, mais j'imagine que c'est Isabelle Contreras, voilà, qui sera bientôt de retour parmi nous. On passe à notre deuxième partie, SMA et Agora, l'horizon à Bruxelles, autre sujet qui anime évidemment beaucoup le secteur, ces gros débats réglementaires que Guénaël connaît par cœur et qui agitent Bruxelles. Alors on parle de quoi ? On parle des négociations autour évidemment du volet média du futur budget européen pour la période 2028-2034. Petit 1, le bien nommé fonds Agora EU, et à plus long terme, on parle de la révision de la directive SMA qui régule les chaînes TV, la pub, les influenceurs notamment. Alors pour l'occasion, la vice-présidente exécutive de la commission chargée des médias, la finlandaise Ena Virkkunen, était à Cannes pour évoquer ces deux sujets. Peut-être pour reposer encore le cadre, Guénaël, c'est quoi le calendrier de la révision de la directive SMA à Bruxelles ? Qu'est-ce qu'on en sait ? C'est quoi les prochaines étapes ? On peut parler français aussi. Je te laisse nous développer tout ça. Donc c'est attendu au 3e trimestre, donc que ce soit un texte d'évaluation de la directive 2018 ou une nouvelle proposition, et on se dirige honnêtement plutôt vers une nouvelle proposition. Qu'une évaluation simple. Oui, c'est ça. L'évaluation, ça veut dire, voilà l'état du texte et ses lacunes. Une nouvelle proposition, c'est bon, en fait, on sait déjà ce qu'il faut changer, on y va. Donc ça, 3e trimestre, on attend plutôt une nouvelle proposition parce que ça fait 2 ans que la Commission... Donc 3e trimestre de cette année ? C'est ça. Ok. Donc ce qui fait que la Commission, depuis 1 an, en consultation permanente là-dessus, ça fait 2 ans, comme je disais, qu'elle donne déjà des pistes très nettes sur l'action qu'elle veut mener, plutôt en soutien des diffuseurs TV traditionnels face aux plateformes. Et là, à Cannes, typiquement, on a eu encore des consultations assez resserrées à huis clos de la part de la Commission là-dessus. Donc entre Ena Virkkunen et quels acteurs ? Ena Virkkunen, des directeurs de son administration, DG Connect, et des lobbies, des patrons d'entreprises, vu que la Commission, au Festival au pluriel, en particulier à Cannes, aiment faire ces réunions à huis clos tous les ans. Voilà, ils font leur tour. Voilà. Et SMA et Agora, mais surtout SMA, sont vraiment les sujets. Les sujets du moment à Bruxelles et qui t'occupent beaucoup. N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous avez des questions plus précises à nous les poser, on les prendra évidemment en direct avec plaisir. Alors, donc, si je résume ce que tu nous dis, Guénaël, donc plutôt une révision qu'une évaluation simple. Il y a quand même 2-3 choses qu'on connaît déjà. On est sûr que la Commission va toucher à un certain nombre de choses. Est-ce qu'on peut les lister ensemble voilà, ce matin ? La régulation des influenceurs, d'une façon ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qu'on entend par régulation des influenceurs ? Que ce soit sur la protection des mineurs, donc les contenus en eux-mêmes, c'est beaucoup ça, ou surtout sur la publicité, donc la communication commerciale ou l'influence commerciale.
La question est de savoir si... donc ça, c'est un des objectifs de la révision de la directive SMA. La question est de savoir si ça ira vraiment dans la directive SMA ou dans le futur Digital Fairness Act. Qui est aussi en cours d'élaboration, négociation. Exactement. Et qui est suivi par Marie Colin, notamment, pour Contexte Tech, plutôt à Bruxelles. Tout à fait. Mais il y a des volets médias, évidemment. Exactement. Et mais bon, je ne peux pas permettre de faire l'incise. On a sorti, il y a quelques jours, une note des autorités françaises sur le DFA qui dit que l'influence commerciale ne doit pas aller par défaut dans SMA. Donc ça donne déjà un indice sur le sens du vent là-dessus. Surtout que la France est quand même très très engagée dans ce débat. Donc voilà. Donc il y a ça, les influenceurs. Donc je parlais des plateformes de partage vidéo, donc les TikTok, Insta et surtout YouTube. Donc on va dire le rééquilibrage du marché publicitaire en faveur des diffuseurs. Donc que ce soit peut-être sur la pression publicitaire, si c'est le moins probable, soit sur des règles de contenu qu'il est possible, enfin de type de catégorie de publicité de produits qu'il est possible de mettre en avant. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on est sûr que la Commission veut poser sur la table. Ça, et bien sûr, et un sujet qui est juridiquement plus compliqué, qui est même la mise en avant des services d'intérêt général, donc c'est-à-dire globalement les chaînes télé traditionnelles, donc les TF1+, les M6+, France Télé, sur les télés connectées et sur YouTube aussi, donc sur toutes les interfaces, comme on dit, télévision, où il y a on va dire, un conflit juridique avec le DSA, qui est assez difficile à résoudre. Tu peux nous en donner 2-3 détails En gros, donc, le DSA et donc Digital Services Act et Directive e-commerce qui régule les services de société de l'information, donc les hébergeurs, les services comme les téléconnectés ou les plateformes, interdit à des États de réguler des services établis dans d'autres pays, même au nom d'un autre texte. Et on a eu un arrêt de 2023 qui a l'arrêt Google Ireland qui a cimenté cette lecture, puis il y en a un ou deux arrêts dans cette veine, ce qui a rendu globalement inopérante toute une partie de la directive SMA, dont la mise en avant des services d'intérêt général. Là, le débat est en train de se préciser avec un arrêt Amazon qui m'obsède un peu en ce moment, de décembre 2018, 18 décembre dernier, qui globalement reconnaît une exception pour la diversité culturelle. D'accord. Voilà. En revanche, on sait aussi que la Commission ne va pas toucher à certaines choses. Elle n'a pas décidé, si je puis dire, d'ouvrir la boîte de Pandore en grand. Il y a quand même quelque chose qu'elle va laisser sous le tapis en la matière. Boîte de Pandore, c'est le mot que tout le monde utilise. Qui sont les obligations culturelles, comme on dit. Donc, c'est-à-dire les quotas d'œuvres européennes à mettre dans les catalogues typiquement de services VOD comme Netflix, ou les obligations de financement. Qui sont des sujets qui sont vraiment très nationaux, très nationaux. Donc c'est une directive, il y a une marge de manœuvre nationale et là-dessus, c'est là-dessus qu'elle s'exprime le plus clairement. Donc en France, on a les obligations de financement les plus élevées, et d'exposition et de financement les plus élevées d'Europe. C'est un modèle français qui incite d'autres pays aujourd'hui à remonter leurs propres quotas, leurs propres obligations de financement, donc les deux. Et c'est vraiment le sujet auquel personne ne veut toucher. Qu'il soit européen, américain, diffuseur, producteur, c'est vraiment... tout le monde est d'accord pour le laisser dans la boîte. Bon, même si on l'ouvre, tout le monde a une liste de courses. Ouais, trop complexe, trop sensible, on l'aura compris. Ouais. Alors Marie, comment se positionne la France dans ce débat autour de la révision de la directive SMA Est-ce qu'elle a pris position ? Alors de ce qu'on perçoit, elle semble assez alignée avec les priorités de la Commission. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la position française, elle n'est pas encore connue officiellement. Mais ce qu'on sait, c'est que la France a co-signé avec une série d'autres pays, dont l'Allemagne. En fait, c'était un appel qui demande une réforme quand même ambitieuse de la directive SMA. Et un des gros sujets, notamment, c'est le rééquilibrage du marché publicitaire. Et elle saupoudre, dans une note de position sur le DFA, on commence à interpréter ce qu'elle pourrait entendre dans la révision de SMA, évidemment. Merci beaucoup, Marie. Et beaucoup d'échanges aussi à Cannes sur Agora EU. Alors, qu'est-ce que c'est Agora EU ? Pour ceux qui le découvrent, c'est le fonds média donc, du futur budget européen. Donc, Ena Virkkunen avait fait
le déplacement exprès sur la Croisette. Alors, sachant qu'on est 1 an après la présentation de la proposition de la Commission sur ce futur cadre financier pluriannuel. De mémoire, c'était mi-juillet. Donc là, on est vraiment 1 an. Donc, on a des négociations qui ont commencé, mais on va rentrer progressivement dans le dur, notamment au Conseil. On vous en parlera d'ailleurs en live le 2 juin avec Pouvoir à Bruxelles. Sophie Dupuis qui suit ça pour Contexte Pouvoir à Bruxelles. L'idée, c'était, ce que tu m'expliquais quand on a préparé ce live, c'était surtout de rassurer pour Henna Virkkunen. Exactement. Juste sur Agora, autant le cadre financier pluriannuel, effectivement, la négociation va commencer. Agora a vraiment anticipé ça, donc les États ont déjà une position là-dessus. Ça commence plutôt au Parlement, là, en ce moment, donc avec la publication lundi du lundi prochain. Non, lundi d'avant. Pardon. Lundi là du projet de rapport. Mais oui, le but de Henna Virkkunen était de rassurer. Son absence a été très remarquée la semaine dernière, même il y a eu beaucoup de sermons de la part des gens présents à Cannes l'année dernière contre Henna Virkkunen qui auraient ignoré le secteur. Voilà. Ah. Ouais. C'était plutôt l'ambiance. Donc cette année, elle est venue. Elle a fait 2-3 discussions publiques. Elle a fait une conférence de presse avec où on était. A été à la plage du CNC le samedi du week-end institutionnel, donc ce qui est en soi un signal que ça tient à cœur d'écouter le secteur, parce qu'il y a autant des lobbyistes et des présidents de fédérations français, mais aussi très européens, c'est-à-dire que c'est très mélangé. Alors, est-ce qu'elle est parvenue à rassurer, et j'ai envie de te demander qui avait besoin d'être rassuré particulièrement dans la matière? Plutôt les producteurs et les CNC aussi. Est-ce qu'elle est parvenue à... Parce que, globalement, aujourd'hui, Agora EU, les fonds en matière audiovisuelle sont réservés aux producteurs indépendants, ce qui n'est pas le cas dans la proposition d'Agora EU. Enfin, pardon, cas financier actuel, Europe Créative, c'est réservé aux producteurs indépendants, c'est bien de le dire. Agora EU, ça ne l'est plus. Ce qui plutôt réjouit les diffuseurs, les producteurs indépendants, beaucoup moins, parce que au fond leur modèle tient à cette obligation, vraiment. Est-ce qu'elle a réussi? Non, parce qu'en fait elle a répété ce qui est public ou décidé globalement. La Commission avait mis ligne depuis 1 an, et c'est un peu le problème. Et c'est pour ça qu'elle a déçu en fait. Parce qu'elle n'a pas dit grand-chose. C'est ça. Elle n'est pas sortie du cadre. Exactement. On n'a pas appris grand-chose. Non. Ce qui était intéressant, c'était même plutôt les réactions d'eurodéputés qui travaillent sur Agora EU, qui sont globalement une des demandes, au-delà du montant de l'enveloppe budgétaire globale d'Agora EU, c'est aussi le fléchage des montants vers vers des industries spécifiques, donc l'audiovisuel, jeux vidéo, voilà. Et là-dessus, les eurodéputés sont plutôt exprimés en faveur d'un fléchage, enfin même très clairement en faveur d'un fléchage que Henna Virkkunen n'entend pas vraiment. Elle dit qu'elle comprend les inquiétudes, mais elle ne va pas au-delà. Ok, donc il y a encore, voilà, on attend de voir. Le grand enjeu, c'était quoi à Cannes spécifiquement sur Agora? C'était en dehors du fait de rassurer, il y avait besoin d'avoir des réponses précises. Sur la production indépendante, peut-être, mais globalement, c'était, je pense, pour elle surtout le fait de montrer qu'elle écoute le secteur, qu'elle était présente. Ouais. Qu'elle était là. Et pour aller plus loin sur ces sujets européens, évidemment, 2 articles de contexte qu'on va vous partager dans le chat. Sous les pavés, la directive SMA, un festival de Cannes critique pour YouTube, pour aller un petit peu plus loin. Et la guerre secrète entre la Commission et l'audiovisuel en amont de la révision de la directive SMA, à lire également chez Contexte Média pour vous donner un petit peu plus de matière. On passe à notre 3e partie, l'intelligence artificielle et la présidentielle, éléphant au milieu de la pièce à Cannes. Difficile évidemment de faire l'impasse tant ces sujets peuvent animer le secteur. Alors Marie, on pourrait faire le parallèle entre Catherine Pégard et Henna Virkkunen, je ne sais pas s'il est adapté, mais elles étaient toutes les deux là. Elles étaient en tout cas toutes les deux présentes. On sent que
dans le secteur, il y avait pour les deux, en tout cas, un besoin de les voir et un petit peu de se connaître, de se rencontrer. Catherine Pégard, elle est là depuis 3-4 mois, si je ne m'abuse. Je pense 3. Ouais, on est sur 3 mois, donc c'est encore assez récent. En matière d'intelligence artificielle, ce festival, c'était l'occasion pour le gouvernement, côté français, de poser plusieurs lignes rouges. Lesquelles ont été posées ? Alors, comme tu disais, c'est vrai que la présence de Catherine Pégard, donc normale, mais était attendue. C'est vrai que comme elle est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un certain nombre d'acteurs qui ne l'avaient pas encore vue, qui n'avaient pas encore eu l'occasion de la voir. Donc, c'est vrai qu'il y avait quand même des attentes. Et donc, elle a fait pas mal de rendez-vous et aussi, du coup, un discours sur la plage du CNC où elle a parlé, donc, notamment d'IA. Et donc, en fait, elle a annoncé une modification des règles d'attribution des aides du CNC. Et donc, en fait, ce serait les œuvres où, je cite, l'IA se substituerait aux créateurs. Elle ne serait pas éligible aux aides du CNC. Donc, c'était cette annonce-là. Donc, parce que forcément, comme on disait, l'IA, c'est un sujet qui occupe. Mais c'est vrai que l'absence dans son discours, c'est que vraiment, elle n'a pas parlé de la fameuse PPL IA et droit d'auteur. Donc, qui avait la PPL d'Arcos, justement, où elle était attendue sur ce sujet. Mais finalement, non, elle n'en a pas parlé. Disons que là, pour refaire un peu la chronologie de cette PPL. C'est ça. Donc, elle avait été adoptée à l'unanimité par le Sénat en avril. Et c'est que donc, depuis, il y avait l'enjeu d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et donc là, finalement, elle sera dans la niche GDR le 11 juin. Mais c'est vrai que du coup, côté gouvernement, ce qui avait été noté, par exemple, lors de l'examen du Sénat, c'est que, par exemple, Catherine Pégard, elle s'était contentée de donner un avis de sagesse. Donc, on voyait déjà que, c'était pas un non, mais c'était pas un oui non plus. Donc, on voit que c'est quand même une position, enfin, pas un soutien franc. Et c'est vrai que, du coup, là, au niveau du discours, finalement, c'était pas étonnant qu'elle en ait pas parlé, mais c'est vrai que, disons, dans le secteur, c'est quand même un texte qui est très largement soutenu et qui est souhaité. Donc, c'est un peu, une position, là, quand même, dans le discours, le fait de ne pas en parler, c'est quand même un signal aussi. Bien sûr. En matière de financement, comment se présentent les prochains mois ? Est-ce que le secteur sera inquiet ? Si oui, de quoi ? C'est vrai que finalement, un des gros sujets, comme on disait, c'était le budget côté européen, donc Agora EU. Mais c'est vrai que le budget côté français, le PLF, c'est peut-être un petit peu encore trop tôt, parce que c'est vrai que forcément, on parle de l'automne budgétaire à chaque fois. Là, on ne sait pas encore trop à quelle sauce tout le monde sera mangé. Mais après, c'est vrai que forcément, il y a des inquiétudes en toile de fond, donc que ce soit pour France Télé, des potentielles baisses de dotation. Pour le CNC, il y a toujours la question des crédits d'impôt. Est-ce qu'il y aura des nouvelles ponctions dans la trésorerie ? Donc, je pensais quand même globalement en toile de fond, mais c'était pas le sujet comme a pu être Agora EU, où là vraiment il y avait du concret, on va dire, à se mettre sous la dent. Parce qu'il y a un enjeu très concret pour France Télévisions, pour le CNC. Après, est-ce que ce sera un budget de transition ? Est-ce que ce sera un budget politique ? Quelle sera la nature de ce budget ? Comme vous le savez, c'est le dernier avant la présidentielle. Donc évidemment, c'est un peu particulier. La présidentielle, justement, est-ce que le secteur se prépare ? Est-ce que c'est quelque chose qui commence à apprendre, à interroger, à poser des questions à Cannes ? J'ai cru comprendre que oui, cette question est orientée. Oui, clairement. C'est vrai que ce qu'on nous disait, c'est que tout le monde se met un peu en ordre de marche, essaie d'identifier un peu tout le monde. Bon, après, comme il y a beaucoup de candidats, ça rend aussi un peu difficile, parce que ça fait quand même beaucoup de monde à voir. Mais en tout cas, voilà, tout le monde essaie un peu de se préparer, et ça qui est un peu cette volonté de faire remonter les sujets culture qui ne sont pas forcément une priorité, on peut imaginer dans les différents programmes, mais donc ils essaient quand même de faire valoir leurs intérêts et de rencontrer. Il y a aussi une grosse part du rassemblement national. C'est vrai que pas mal d'acteurs nous disent oui, il y a une incompréhension de nos sujets, donc c'est vrai que ça, c'est quand même une grosse peur. Et aussi après, il y a même la question qui se pose, est-ce qu'on va voir le RN ou pas ? Et on nous a même dit aussi la question aussi, est-ce qu'on va voir LFI ? Enfin, il y a des acteurs qui se positionnent, qui disent nous, on veut voir ni le RN ni LFI. Dans le monde de la culture, c'est pas encore tranché ce débat, parce qu'il y a certains secteurs où clairement c'est tranché. On va vous dire, d'un point de vue public, on écoute, ou en tout cas on va recevoir tout le monde, on va auditionner tout le monde. Pour le secteur de la culture, c'est encore des choses qui restent à trancher.
Je dirais vraiment ça dépend des acteurs. Ouais, des acteurs. Il y avait des candidats à Cannes cette année. Est-ce que c'est un espace qui était considéré comme un espace potentiel de lancement de quelque chose? C'est vrai que du coup, il y avait Marine Tondelier qui était présente à Cannes, donc pour parler un peu... Présidente des écologistes. Ouais. Qui était là, donc aussi candidate à l'élection. Et elle a parlé un peu en défense du modèle du cinéma français, un peu d'IA. Enfin, je pense que je vais laisser parler Guénel, parce que c'est lui qui était présent dans sa conférence de presse. Mais en tout cas, elle a rencontré aussi beaucoup d'acteurs. Enfin, c'était vraiment l'occasion pour elle de... C'est ça. À la fois sur le modèle du cinéma, elle s'est beaucoup posée en défenseur du secteur face à l'extrême droite. Ça a été vraiment son discours, et ce qu'elle appelle aussi une offensive, même si elle dit que c'est pas une nature, mais macroniste, quand elle le dit, par les diètes budgétaires. Pour les aides publiques. Oui, c'est vraiment en ligne là-dessus. Et sur IA et droits d'auteur, donc vraiment, ça a été vraiment un axe fort avec l'eurodéputé David Corman qui s'occupe du sujet pour les Verts au Parlement, où ils ont vraiment un discours très structuré sur la créativité humaine, sur le rôle de la culture pour la démocratie, le risque de l'IA pour la démocratie. C'est vraiment un axe de campagne pour eux, et leur discours est de dire que justement eux vont ramener la culture de la campagne, alors que c'est pas un sujet. Oui, eux sont présents, eux sont venus, eux ont envie d'investir sur ce sujet, ce qui n'est pas forcément le cas effectivement des autres candidats putatifs ou impétrants à découvrir. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de ce live spécial consacré donc au Festival de Cannes. Merci pour votre fidélité. Merci donc à Guénaël et Marie pour la qualité de nos échanges, à Samuel qui modérait ce live dans le chat, à Vic qui le réalisait depuis le studio d'Humanoïde à Paris. Pour aller encore plus loin, évidemment, on se plonge sur contexte.com dans les briefings de nos éditions Tech et Médias. N'hésitez pas à les parcourir. On se retrouve très bientôt pour un nouveau live. Vous pouvez évidemment nous réécouter en podcast sur votre plateforme préférée désormais. À très bientôt.